Bienvenue dans cet nouvel épisode de Focus. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur la zone de génie de chacun. Là, on a l'honneur d'avoir Carly. Carly, on travaille ensemble sur pas mal de shops. Je vois des résultats excellents sur Google. C'est un honneur de t'avoir. Je te laisse te présenter rapidement. Yes, merci Kael pour l'invite. Très content d'être là et de pouvoir apporter de la valeur à ton audience à fond sur Google Ads. Euh, Carly, c'est mon nom d'artiste, hein. Mon prénom c'est Charles, 29 ans. Voilà, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis sur Google Ads et spécialisé dans l'e-commerce. Du coup, je pense que 95-97% des clients avec lesquels je travaille, c'est en e-com. Donc j'en ai vraiment fait ma zone d'expertise. Et voilà, j'ai commencé dans une grosse agence aux Pays-Bas, je me suis formé là-bas. Et puis progressivement, j'ai fait le switch en prenant du monde à mon compte. Et maintenant, voilà, c'est mon agence, c'est mon business principal de gérer des campagnes Google Ads pour e-commerce. Super intéressant. Du coup, le principe, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Je suis e-commerçant sur Facebook Ads. Je fais 200, 300, 400K. J'ai toujours pas implémenté du Google. Qu'est-ce que tu proposes de faire dans un premier temps dans cette configuration-là? Ok, du coup c'est un cas intéressant et assez typique. Euh, Déjà c'est assez tard pour lancer du Google, donc si vous n'êtes pas encore sur ces chiffres-là, lancez du Google dès maintenant. Attendez À, pas par- d'attendre. à partir de combien tu conseilles de s'intéresser à Google quand on tourne avec Meta principalement? À 80, 95% à part les mails et autres. Ouais, pour moi quand on commence à faire ses premiers 1000-2000 euros par jour de CA, ça y est, il est temps de lancer un Google parce que on va revenir dessus, mais il y a déjà des gens qui cherchent le nom de votre marque, il y a déjà des gens qui cherchent votre produit sur Google Shopping, etc. Donc si vous n'y êtes pas, vous manquez des étapes dans le parcours client et vous perdez de l'argent. Vous laissez de l'argent sur la table. Ok. Donc Donc ça assez tôt. consiste en quoi la première étape sur Google après nos premiers 1, 2, 3, 4 days? En fait, le process il va être le même qu'on soit encore à 1, 2, 3 k day ou qu'on soit déjà à faire des 300-400 cas par mois. Le process ça va être le même. On va commencer, en tout cas moi je commence toujours dans le même ordre, c'est-à-dire que je pars du bas du funnel et je remonte au fur et à mesure. Google Ads de base, on va s'en servir comme un canal pour capter une demande existante. Avec Meta, quand on arrive à ces chiffres-là, c'est qu'on arrive à générer de la demande et qu'on arrive à capter une bonne partie de cette demande directement à travers Meta. Maintenant, Google, on va venir l'ajouter comme une couche supplémentaire pour capter toute cette demande qu'on a générée, puisque forcément, il y en a qui va passer au travers dans leur parcours utilisateur. C'est-à-dire que les gens vont voir une ad méta. Ok, il y a des gens qui vont cliquer sur l'ad, qui vont venir acheter, mais il y a quand même plein de gens qui vont pas acheter dès la première vue de publicité, cliquer acheter. C'est pas aussi linéaire que ça le parcours d'achat. Donc, Google, c'est un excellent moyen et c'est un des moyens les plus importants de se positionner dans ce parcours d'achat. Les gens, ils vont aller chercher le produit sur Google, les gens, ils vont chercher la marque sur Google. Petit rappel, Google, c'est 275 milliards de recherches par mois quand même. Donc il faut se dire que ton client, d'une manière ou d'une autre, il utilise Google. Donc, première étape, ça va aller être, les gens cherchent ma marque, donc je vais aller me positionner sur le mot-clé de ma marque. Ça, c'est assez basique. On peut avoir tendance à se dire, oui, mais mon SEO va le faire, je rank en premier sur le nom de ma marque, donc pas besoin de le faire. Mais moi, je le fais toujours pour toutes les marques sur lesquelles je travaille, pour plusieurs raisons. La première, c'est que rien n'empêche un concurrent de venir s'y mettre sur le nom de ma marque. Donc, si je n'y suis pas et qu'un concurrent s'y met, il va me détourner du trafic assez facilement. La Et deuxième ça chose, c'est super important. Je me permets juste d'intervenir une seconde. Ça, c'est une chose, tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte à quel point c'est dommageable pour notre brand. Et voilà, faut pas le faire une fois que le concurrent est là. Faut vraiment être là le plus tôt possible. Et en plus, si tu me confirmes ça, au plus tôt on est présent, au plus tôt on est solide sur Google. Et du coup, au plus c'est dur de se placer sur notre propre mot-clé de brand, c'est ça? alors c'est plutôt vrai dans le sens où dans tous les cas le temps c'est un avantage puisqu'on aura accumulé on aura accumulé de la data que nos concurrents n'auront pas. Donc plus tôt on y est, plus on aura de la data sur notre compte et dans ce cas-là oui ça sera plus dur de venir nous reprendre des parts de marché. On peut dire que c'est un petit plus. C'est peut-être pas le Voilà, seul facteur, mais c'est un plus. absolument. D'accord. La deuxième grosse raison et qui est en fait la plus importante parce que il y a des cas où il n'y a aucun concurrent qui viendra s'y mettre. Mais la raison pour moi principale et qui justifie à elle seule de le faire, c'est qu'on nourrit son algorithme avec des conversions faciles, des conversions pas chères et en volume.
Pourquoi? Parce que les gens qui cherchent notre marque, c'est le trafic le plus qualifié possible. Ils nous connaissent et ils veulent venir acheter chez nous. Donc, on va avoir la meilleure pertinence possible. Ça veut dire qu'on va payer nos clics les moins chers. C'est les clics les moins chers qu'on puisse trouver en search ou en shopping sur notre trafic de marque. Et c'est des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, puisque les gens nous cherchent encore une fois, ils veulent acheter chez nous, donc c'est pas rare du tout d'avoir des taux de conversion sur ce trafic-là à 20%, 25%, 30%, que les gens sont là pour ça. Donc, on va remplir notre compte, notre algo de conversion facile, de conversion pas chère. Donc au départ, c'est le meilleur moyen de lancer un compte pour donner des premières infos à Google sur qui est notre client, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il achète, à quoi il ressemble. Ça, c'est toujours ma première étape, première fondation, défendre mon trafic de marque et nourrir l'algo. Et dans cette logique de nourrir l'algo, ça c'est une question que je te pose. Est-ce que c'est intéressant de mettre directement le pixel à la création du shop comme ça c'est fait et il y a peut-être la data des ventes early phase avec Facebook ou alors c'est pas pertinent dans tous les cas c'est déjà assez tôt de le mettre à 1 ou 2 KD pour la brand. En soi, le plus tôt, c'est le mieux, parce que ce qui se passe quand on met son pixel Google Ads, si on le fait correctement et qu'on met en place toute la partie remarketing dynamique, le pixel il va collecter des données de tout le trafic, que ce soit du trafic méta, direct, email, etc. Notre pixel il va collecter des données sur quel utilisateur a vu tel produit, a ajouté tel produit au panier, etc. Ça demande juste d'avoir installé ce remarketing dynamique et généralement d'avoir aussi déjà créé son Merchant Center, etc. Le Ok. principe, c'est que Google, il va voir qu'un utilisateur a ajouté tel produit au panier ou a vu la page produit, il reçoit l'identifiant du produit et il dit, ah ouais, cet identifiant-là, je le connais, il est dans mon Merchant Center, je connais ce produit-là, donc ce mec-là a déjà vu ce produit. Donc ça va pouvoir permettre en fait de remplir des bases d'audience et d'utilisateurs qui seront intéressés et de pouvoir leur remontrer en temps venu le bon produit Ok. à la bonne personne. Pour Du reprendre le coup, terme de là, Michel. on est sur, on commence avec de la search en bas du funnel et ensuite on remonte progressivement. Donc là, tu nous as bien Exactement. expliqué l'importance d'avoir une search pour nourrir l'algo et avec des ventes qui sont faciles et qui sont directement notre audience. Tu nous as expliqué aussi que ça évite d'avoir les vampires, les personnes qui viennent sur ton URL, sur ton nom de brand, qui peut être très dommageable. Et maintenant, du coup, j'imagine qu'on remonte un petit peu, c'est ça, dans le funnel? Ouais, exactement. L'étape d'après, pour moi, c'est Google Shopping. Ok, Et on va voir que Google Shopping, on le retrouve à plusieurs étapes, mais il faut quand même comprendre que c'est encore une fois du trafic qui est très très qualifié. Une personne, avant de cliquer sur une annonce shopping, elle a vu ton titre, elle a vu ton image produit, elle a vu ton prix. Donc, la personne, quand elle clique, elle a beaucoup d'informations. T'as même pas encore payé pour le clic, elle a déjà beaucoup d'informations sur ton produit et elle a décidé de venir voir ton produit quand même. Donc, c'est du trafic qui est très bas dans le funnel. C'est, encore une fois, une demande vraiment qualifiée qu'on peut capter. Donc ça, c'est l'étape d'après. Se positionner en Google Shopping. On optimise ses titres produits pour avoir les mots-clés les plus importants. On optimise son prix, parce qu'on se rappelle que Google Shopping, c'est un service de comparaison de prix avant toute chose. Donc, on veut être compétitif. Évidemment, le but, c'est pas de faire une course au prix vers le bas, mais on veut être compétitif. Donc, on optimise son prix, on optimise le titre produit avec des mots-clés, on optimise son image produit, puisqu'évidemment, il va y avoir en général à peu près 9 placements, selon qu'on est sur mobile ou PC, ça peut dépendre, mais il y a pas mal de produits qui vont être côte à côte dans ce carrousel Google Shopping. Donc, on veut une image produit qui sort du lot, ou en tout cas faire quelque chose de différent. Si on voit que tout le monde fait un photoshoot sur fond blanc, on met une photo lifestyle par exemple, ou des choses comme ça. On teste et on va pouvoir faire rentrer beaucoup de trafic qualifié avec ça. Ça, c'est l'étape d'après. Et ensuite, ben, on va avoir d'autres étapes pour continuer à capter une demande existante. Le search, c'est un levier énorme, évidemment. On va avoir plein de mots-clés à disposition. On va pouvoir se placer sur des mots-clés différentes, avec des annonces différentes, tester différents angles marketing, etc. Donc, pour moi, c'est les trois grosses étapes pour capter cette demande existante. ok. Donc, brain, search, shopping. Et peut-être pour les personnes vraiment très avancées, il y a encore peut-être une continuité un petit peu dans ce funnel. C'est peut-être YouTube. Voilà, en gros, quand on va rentrer
sur YouTube, c'est là où on passe euh, d'avoir un canal qui va être dépendant de la demande qui existe et de la demande qu'on génère avec Meta, à en faire un canal plus autonome, où là, on va utiliser Google pour générer de la demande, pour faire connaître notre solution, pour faire connaître notre marque, notre produit, et faire rentrer du monde dès le haut tunnel via Google, Ok, et se donc en fait, détacher de la finalement, dépendance. il y a un process qui est très souvent le même quand on passe de Meta à Google, qui se fait progressivement. Et après, il y a possibilité d'avoir Google, de créer de Google un canal autonome, finalement, arriver à ce niveau de funnel. En Donc, fait, c'est le but. Ça devrait être l'objectif quand on se lance sur Google. On va commencer par capter une demande existante parce que c'est plus facile et parce que c'est de l'argent qui est sur la table, donc il faut aller le chercher, évidemment. Mais après, le but, c'est que Google, ce soit un canal, comme tu dis, le plus autonome possible, parce que si demain, on a un problème méta, si toutes nos ads méta s'arrêtent, est-ce que notre business crève tout de suite? Le but, c'est de hmm. permettre avec Google de garder du volume. Euh, c'est un sacré challenge d'atteindre les volumes qu'on peut faire avec Meta avec du pur Google Ads, parce que YouTube, c'est pas encore une plateforme qui est autant direct response que peut l'être Meta. Justement, c'est ma question. Mon audience, elle aime bien souvent être rentable en cold. Est-ce que avec YouTube, c'est quelque chose qui est envisageable, ou alors le but, c'est vraiment d'avoir de la visibilité, top of funnel, essayer de taper peut-être le break-even pour convertir derrière, on est comment un peu niveau Google, enfin niveau YouTube. Niveau YouTube, euh, je suis encore assez tôt dans ces tests-là, donc avec plus de data, j'aurai des meilleures réponses. Mais j'ai vu les deux. J'ai vu des campagnes, je gère des campagnes encore où on est rentable en cold, où on arrive à faire des ROAS qui sont vraiment corrects, où on gagne de l'argent en cold sur YouTube. Maintenant, il faut faire un petit peu attention à l'attribution de Google parce que dans conversion, il va compter des gens qui ont vu une ad et qui ont acheté après. Même Ouais. s'ils n'ont pas cliqué sur l'ad mais qu'ils l'ont vu en entier et qu'ils achètent 3 jours plus tard, il va compter la conversion à YouTube. Donc ça peut être réaliste comme ça peut être complètement irréel parce que la personne en fait aura vu 2 ads avant, elle aura déjà été sur le site et en fait on lui a mis une ad YouTube en face des yeux et on va compter la conversion à YouTube juste parce qu'il a vu l'ad, mais il aurait peut-être acheté sans l'ad quand même. Donc Et c'est quoi un peu ton approche du coup en termes d'attribution? Parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu quand on se diversifie avec différents canaux d'acquisition, tout commence à se mélanger. Est-ce que t'as des tips dans ton analyse? Est-ce que tu utilises des outils comme Triple Whale pour analyser un peu plus précisément? C'est quoi un peu la valeur sur l'attribution que tu peux nous apporter dans cette configuration? ouais, la valeur que je peux apporter là-dessus, c'est qu'on est tous dans la même galère en Ouais, vérité. nous en tout cas On sur est, Meta, c'est pas évident. Quand il y a du Meta, du TikTok, du Pin, ouais, il y a beaucoup de. Et après, on parle pas aussi du back-end, mais il y a aussi le mail, il y a le SMS. Il y a beaucoup d'attributions qui se multiplient et c'est pas évident. Du coup, sur voilà. Google, on va dire comment tu fais au mieux en tout cas avec Alors, cette une, approche? une première étape, c'est quand même des outils externes. Triple Whale, c'est sans doute le plus répandu, ça marche assez bien. Je sais que aux US, ils utilisent beaucoup Northbeam, Aeros, des choses comme ça. Ok. J'ai pas encore eu trop l'occasion de tester, mais apparemment, c'est aussi plutôt solide, c'est plus cher que Triple Whale quand même. Mais Triple Whale, ça fait déjà le job. Mais Triple Whale, pour le coup, sur YouTube, il va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus critique, hein. Le ROAS YouTube sur Triple Whale, et généralement, il est vraiment pas terrible. Parce que lui, il va compter que l'interaction clic. La vue, il va pas la compter. Donc, il va vraiment le prendre pour argent comptant. Quelqu'un qui aurait cliqué sur une ad YouTube et qui achète, quoi. Ouais. En plus, tu peux voir Euh, sur Triple Whale les deux types d'attribution, les first click ou alors les ventes qui ont été faites après avoir vu l'ADS de base, voilà. finalement la fenêtre de view. Ouais, c'est là que le first click il est intéressant puisque le but ça va être d'utiliser YouTube en first click et de voir bah, le funnel derrière. Est-ce qu'on a nos utilisateurs YouTube, est-ce qu'on les retrouve plus tard dans nos campagnes shopping, dans nos campagnes brand, etc. Et c'est là que ça va nous dire, ok, peut-être que c'est pas ma campagne YouTube qui fait la vente, peut-être que c'est ma campagne shopping ou ma campagne search qui l'a fait. Par contre, plus je verse de budget dans YouTube et plus je retrouve d'utilisateurs ici au fond. Donc euh, pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'approcher pour pouvoir scaler YouTube, parce qu'essayer de scaler YouTube sur du pur ROAS en cold,
pour moi, ça va être compliqué d'atteindre des niveaux de scale significatifs. Par contre, si on regarde l'ensemble du compte et qu'on voit, OK, j'ai fait rentrer beaucoup de monde dans mon funnel, ils n'ont pas forcément acheté depuis mon ad YouTube. Par contre, bah, je vois que le volume de ma campagne shopping a augmenté, le volume de ma campagne search a augmenté, j'ai plus de recherches sur ma brand. Bah là, ça veut dire que YouTube apporte quelque chose au mix, tout simplement. Ok, super. Et du coup, pour rendre vraiment la plateforme autonome, est-ce qu'à arriver à un certain niveau, une fois que tout ça, ça a été implémenté, est-ce que finalement c'est que le winner Facebook qu'on envoie sur YouTube ou alors, enfin sur Google dans son entièreté, ou alors si on est par exemple sur un site de niche, il y a moyen aussi de tester les produits sur Google sans forcément qu'ils tournent sur Meta, Ouais, ou qui ne tournent plus ou qui ne tournent pas sur Meta, c'était juste un ouais, testing. absolument. Il y a beaucoup de sites de niche comme ça qui font des testings, les produits ne prennent pas sur Facebook. Est-ce qu'il y a une opportunité derrière chez Google? Ben moi, ça m'arrive souvent où site de niche, on a un best-seller très clair côté méta, et donc on se focus aussi sur ce best-seller-là avec Google, sauf que j'ai toujours une campagne shopping qui tourne où j'ai tous les produits du shop qui sont diffusés, et ça m'arrive de faire un check et je vois un produit, limite je le connaissais même pas parce que le client l'a mis en ligne sur la boutique, il m'en a pas parlé, il a fait un testing rapide et je l'ai même pas vu passer. Et en réalité, ce produit-là, il fait des ventes en Google Shopping, en automatique, il est rentable, on gagne de l'argent et on l'a même pas vu passer parce que ça reste une petite portion de ce qu'on fait. Mais oui, il y a des opportunités comme ça où j'ai scalé des produits sur Google, alors que sur Meta, il se passait rien. En shopping, on débloque un volume supplémentaire. Carrément. Bah ça, c'est sur des sites qu'on a en commun, c'est ce que j'ai vu et ce qui est impressionnant, c'est en fait quand on a un site de niche et qu'on tente sur enfin, des testings sur Facebook, quand ça prend pas, c'est super en fait quand il y a Google qui teste aussi le produit. Et en fait, des fois, on se retrouve avec des produits à 1, 2, 3 KD qui finalement n'avaient pas vocation à être là de base. En fait, c'était juste un testing Facebook qui a raté, mais qui a réussi à trouver une audience sur Google. Et ça, c'est vraiment bien pour avoir une stabilité sur le long terme, et ça apporte du bon profit. Bah, le but, c'est encore une fois de se diversifier. Comme tu dis, c'est de faire du profit assez facile. Il y a des produits où les gens vont pas réagir sur Meta. Mais par contre, c'est un produit qu'ils connaissent et qu'ils ont envie d'acheter. Donc quand ils vont faire une recherche, si on a une offre compétitive, ils vont peut-être quand même l'acheter chez nous. Donc 100%, c'est intéressant de tester tous les produits de sa boutique sur Google Ads, parce que c'est pas parce qu'un produit a pas marché sur Meta qu'il marchera pas en shopping notamment. Et j'ai une question, si on revient rapidement sur YouTube. Niveau des ads, est-ce qu'on peut upload les créas qu'on a déjà fait sur Facebook ou sur TikTok? Ou alors faut vraiment faire des créas spécifiques à YouTube? Qu'est-ce que tu vois qui performe bien sur YouTube? Ouais, alors pour l'instant, je me suis beaucoup focus sur des créas natives, enfin sur des créas méta, pardon, des créas méta TikTok. Donc il y a beaucoup de formats vertical. YouTube Short, ça marche assez bien. Il faut pas se cantonner qu'à ça, mais ça marche quand même bien. Donc, le conseil, c'est pas trop se prendre le chou au départ à faire des productions à part pour YouTube, etc. Non, parce qu'il y a peut-être Apprendre. cette pensée limitante que j'avais aussi à un moment donné, c'est de faire des grosses VSL spéciales pour YouTube et que ça allait prendre un temps fou, du coup on met de côté. Le simple fait d'avoir des créas qui sont performantes sur Meta, on peut déjà tester YouTube. On peut déjà tester YouTube avec ces créas-là. Surtout que Google, il les adapte, les créas, en fait. Une verticale, il va rajouter du flou autour pour en faire une horizontale, par exemple, des choses comme ça. Donc, pour tester, c'est très bien. Maintenant, dès qu'on a un petit peu de résultats, dès qu'on voit que ça prend un peu, moi j'encourage quand même à faire des créas dédiés YouTube au format horizontal, où on va faire en fait, généralement, c'est là-dessus que ça va se jouer aussi. C'est pas juste le format image, c'est le fond. C'est-à-dire que sur YouTube, on va prendre plus de temps. On va y mettre plus de storytelling. On va jouer sur différents angles avec des figures d'autorité, de la preuve sociale, des choses comme ça. Où je sais pas la durée moyenne de tes créas vidéo sur Facebook, mais sur YouTube, tu peux très très bien faire des créas de 2, 3, 5 minutes. Ouais, c'est très, Euh, c'est très rare sur Facebook. Il y a des VSL dans la niche santé, par exemple, mais c'est vrai qu'une créa Facebook, on est plus aux alentours de 30 secondes à 1 minute, et encore, c'est en train de se TikTokifier un peu. Il y a même pas ouais, mal de créas entre 10 et 30 secondes qui performent en ce moment. ouais, voilà. Alors que sur YouTube, il faut pas avoir peur d'envoyer une créa de 3 minutes où on prend le temps de faire un vrai storytelling, où on prend le temps de montrer énormément de preuves sociales, d'avoir une figure d'autorité qui intervient, d'agiter vraiment le problème. Euh, pour le coup, YouTube, c'est fait pour ça. Et les Ok. gens viennent pour consommer du contenu par définition un peu plus long.
Donc, quand on arrive à bien accrocher, parce qu'encore une fois, ça va quand même se jouer dans les premières secondes, puisque, on le rappelle, tout ce format YouTube, un des plus gros placements YouTube, c'est le placement avant une vidéo. Et ça, au bout de 6 secondes, tu peux le skip. Donc, il faut quand même capter l'attention de l'utilisateur à ce moment-là. Il y aura d'autres formats, il y aura les shorts, il y aura les choses comme ça où tu peux travailler ta créa différemment. Mais ce format-là, c'est là que tu as le plus gros reach. Donc, pour moi, il y a un intérêt, quand tu as une preuve de résultat, à aller sur ce format, faire des vidéos plus longues. J'ai vu des créas, en faisant des analyses de marché, des trucs comme ça, j'ai vu des créas de 15-20 minutes qui ont été des best-sellers absolus euh, et qui ont vendu qui ont fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pas avoir peur d'aller beaucoup plus dans la longueur, rentrer dans le détail, argumenter et raconter une histoire. Les gens sur YouTube, ils aiment entendre une histoire qui dure un peu plus Ok. longtemps, donc Donc une pas fois avoir que peur de ça. YouTube, on l'a testé en rapide avec nos créas Facebook ou TikTok, s'il y a vraiment quelque chose, ne pas hésiter à faire des formats beaucoup plus longs. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher avec ces types de créas sur YouTube. Absolument, absolument. À partir d'une minute, déjà, ça devient quand même intéressant. Moi, j'essaye de plus en plus de travailler avec des créas qui font au moins une minute. Je mets des shorts dans le mix qui font entre 30 secondes et une minute, mais de plus en plus, j'incite mon client, est-ce que tu peux pas faire une version un peu plus longue? Est-ce que tu n'as pas une créa d'une minute 30 à aller tester? Et ça marche bien. Sur du micro-trottoir, sur du format podcast, sur de l'UGC un peu plus long, j'ai vu des belles perfs sur YouTube. Ok. C'est les formats. Là, c'est super intéressant. Tu parles de formats. Du coup, tu as cité micro-trottoir, podcast, vidéo longue, peut-être type VSL. C'est vraiment les trois formats qui cartonnent le plus de ce que C'est tu peux les, voir. c'est les trois que j'ai vu le plus marcher. Il y a des créas un peu plus scénarisés, acteurs, etc., qui ont quand même très bien marché aussi. Et si on regarde les top créas YouTube, en creusant un peu des grosses brands qui ont tourné sur YouTube, ils ont fait des trucs scénarisés avec acteurs, etc. Mais il faut pas se bloquer à ça. C'est vraiment possible de tourner sur YouTube avec les créas qu'on a pu faire sur Meta, du podcast, du micro-trottoir, ça marche vraiment bien. Ou de l'UGC, ça peut très très bien marcher aussi si c'est bien fait, que ça respecte un peu ce format storytelling. Ah, finalement, en fait, c'est un peu comme Facebook. Le maître mot, c'est de tester, hein. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Quelqu'un, Absolument. justement, ça peut être une objection pour ne pas tester YouTube. Un testing, ça coûte de l'argent sur Meta. On dépense de l'argent quand on fait un testing. Quand on veut venir sur une plateforme, ça peut paraître impressionnant de se dire, OK, je vais devoir dépenser X milliers d'euros, X centaines d'euros pour tester, j'ai pas envie. C'est payé au clic, hein, c'est ça YouTube aussi. YouTube, c'est payé à la vue. Ah, du coup, on n'est pas sur une logique de clic, on est sur une logique de vue sur On est YouTube. sur une logique de CPM où la vue est comptabilisée après un Ok. certain moment. Ok, donc on n'est pas sur une logique de CPC, une logique de CPM. Quelqu'un, voilà, qui tourne très bien sur Facebook, on va dire, allez, quelque chose comme 300K, même, allez, on va faire une fourchette large, quelqu'un qui fait 150 à 400, 500K ou plus sur Meta. C'est quoi l'enveloppe pour tester sérieusement YouTube? Il faut arriver avec combien pour être OK, là, il y a un test qui s'effectue. Ouais. Alors, pour le coup, je vais prendre la recommandation de Google. Euh, la recommandation de Google, c'est d'arriver avec un budget quotidien de 10 à 12 fois son CPA. Donc ça peut être assez élevé quand même. Quand tu as un CPA break-even à 30-40 euros, ça veut dire qu'il faut arriver avec au moins 300 euros daily pour YouTube. Après, Maintenant, on parle quand même de Brain qui génère quand même du profit sur Meta. C'est quelque absolument, chose ça fait un qui, budget à 10K premier mois en gros. c'est pas si impressionnant pour le type de marque qu'on est en train d'évoquer. Parce que Non, c'est en sûr. dessous, YouTube, c'est pas encore un enjeu. Donc en fait, finalement, assez logiquement, ça arrive au bon moment, c'est quand on génère pas mal de profit. Avoir une enveloppe, du coup, on peut dire, ouais, un bon 8-10K pour tester YouTube sérieusement. Voilà, c'est ça. La question, alors j'ai fait des tests avec moins de budget que ça, avec 4-5 fois le CPA, Oui, non, et mais ça c'est bien peut, sûr. ça peut marcher, hein. Ça peut marcher quand même, Mais si notre créa est vraiment bonne, si notre offre est bonne, mais pour voilà, être il faut se fixé, dire que on peut se dire 8-10K, c'est cohérent. Ça permet d'essayer plusieurs créatives, plusieurs formats de manière sérieuse sur la plateforme. voilà, bah, le 8-10K il dépend de ton CPA, du coup, hein, évidemment, il y a des gens Ouais. qui ont des CPA plus faibles et d'autres plus élevés. Donc partez plus sur ce barème-là de Google recommande pour que les campagnes apprennent réellement d'avoir 10 fois son CPA quotidien à spend. Donc
c'est sûr que on arrive premier mois, on lance une campagne YouTube, personne n'a aucune idée de ce que ça va donner, hein. Euh, Personne n'est devin. Moi, je lance une campagne, je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais, euh, mais si Oui, de toute on façon, a conscience que c'est un investissement et que dans tous les cas, c'est de la donnée, on va voir revenir à un moment ou un autre. euh, Ça peut devenir très rentable avec le temps. Et il faut aussi comprendre que ça prend du temps. C'est pas un succès en une semaine. On va pas lancer une créa, faire ROAS 4 jour 1, quoi. Ça, il faut vraiment en être conscient. on va revenir sur ça, mais je voulais juste ajouter, allez, on fait une fourchette super large, on dit 4-10K, dans tous les cas, c'est jamais perdu. Tu perds pas 8K de ads qui sont partis dans le vent. Au pire, ça t'apporte un peu d'awareness qui va convertir un peu plus sur le bottom of funnel. Au pire, tu as fait quelques conversions. Donc en fait, finalement, c'est très rentable à ce niveau-là d'essayer YouTube parce qu'en fait, la contrepartie, le risk-reward est super intéressant de ce que j'entends. La contrepartie, c'est de gagner un nouveau canal d'acquisition. Au pire, tu perds 1, 2, 3K si tu prends les quelques ventes et l'awareness que tu as gagné. Donc en fait, à ce niveau de business, c'est quand même super intéressant. Et ça prend du temps. C'est vrai que sur Meta, des fois, ça peut être impressionnant. On peut lancer des créas et faire des ROAS 4 first day. Le learning, il va très vite, même en cold. Sur YouTube, c'est un algo qui prend du temps, c'est ça? Il faut laisser tourner les ads pour que ça s'améliore, Ouais, d'accord? ouais. C'est un algo qui prend du temps. Imagine le nombre de placements disponibles, le nombre de chaînes YouTube, rien que tu cibles en français, le nombre de chaînes YouTube en français sur lesquelles il peut se positionner, multiplié par le nombre de placements dispo avant la vidéo, pendant la vidéo, dans le feed, sur la page d'accueil, en YouTube Short. Donc, le nombre de placements étant aussi énorme et les audiences étant si diversifiées, c'est sûr que oui, ça prend Ok. du temps, Parce que effectivement. nous sur Google, sur Facebook, on voit pas vraiment cette chose-là. Après 500 euros, 600 euros de dépensés, si la créa n'est pas bonne, Ouais, c'est très ouais, rare t'as qu'elle va déjà faire. des réponses. C'est T'as ça, elle déjà va, des elle réponses. va très rarement performer si tu laisses spend 2, 3K. Et de toute façon, c'est pas viable comme modèle. Alors que YouTube, faut avoir une approche beaucoup plus long-termiste. Ouais, absolument. Et ça tient, je pense, à un autre facteur. Euh, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais à vérifier, je suis à peu près sûr de ça. Euh, c'est que la quantité de données que tu accumules avec 500 euros sur Meta et sur YouTube est pas du tout la même. Parce que les CTR sont pas du tout les mêmes. Euh, donc, tu vas avoir beaucoup moins de trafic. Le taux de conversion de YouTube, déjà de nature, il sera plus faible. Et en plus de ça, tu feras moins de trafic pour cet argent-là. Donc, il faut réaliser ça. Avec 500 euros sur YouTube, t'as pas de données. Tu peux Ok. pas tirer la moindre conclusion. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est mieux de l'avoir en tête que d'essayer rapidement et stresser après 500, 800 euros de spend. Voilà, là, on a bien compris qu'il faut avoir un budget quotidien de 10 fois son CPA. C'est bien ça? Oui, commencer au moins à 5-6 Ouais, fois. non, mais le but, Si à c'est 10, d'avoir c'est confortable. c'est ça, le but, d'avoir une bonne vision claire, comme ça on fait des décisions, des bonnes décisions. Du coup, 8, 10 fois, allez, 5, 8, 10 fois le CPA et laisser tourner suffisamment de jours. Faut arriver solidement en fait sur YouTube, de ce que j'entends. C'est vouloir tester vraiment le canal d'acquisition et après, une fois que c'est bon, ça compound. Exactement. Il faut le voir comme un canal d'acquisition quasiment à part. Et se dire que c'est un canal qui coûte un peu cher, qui a un levier qui est inégalable, hein, parce que le reach qu'il y a sur YouTube est énorme, mais il faut y aller avec de quoi investir et un peu de patience. Ok. Et en termes de niche, tu as pu voir toutes les niches fonctionner sur Google en termes d'autonomie de YouTube, ou alors il y a quand même des niches, c'est un no-go. Non, j'ai vu des niches diverses et variées fonctionner sur YouTube. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est santé, c'est difficile parce que pas mal de créas qui passent sur Meta, Google les rejette. On parlait de VSL tout à l'heure, j'ai testé la semaine dernière avec des VSL et j'arrive pas à les faire approuver. Euh, Ok, c'est donc un- c'est assez strict, c'est ça? c'est assez strict niveau politique, c'est assez strict. Et en plus de ça, en gros, tu vas avoir deux niveaux de restriction. La première où il va limiter la diffusion et la deuxième où il va complètement rejeter l'annonce. Mais déjà, si l'annonce est limitée, tu perds beaucoup en reach et t'as pas accès aux meilleurs placements. Donc, c'est pas évident dans ce sens-là. Il faut tester des créas, des angles et y aller avec une créa qui sera vraiment approuvée. Et généralement, la créa brute méta
ça dépend des niches, hein. Je veux dire, sur du vêtement, tout va passer. Mais dès qu'on est sur un peu de la santé, du paramédical, des choses comme ça peut devenir compliqué d'avoir une annonce complètement compliant. Et sur Facebook, il y a vraiment une différence selon les setups, selon les ad accounts, selon les profils. Il y a des choses qui passent, qui ne passeraient jamais sur un autre compte, que ce soit des comptes agences ou même perso. Enfin, c'est juste, voilà, il y a quelque chose dans le back-end qui fait que ça passe beaucoup plus sur certains que d'autres. Sur YouTube, c'est que du compte perso ou alors il y a aussi des comptes agences? Il y a des subtilités un peu côté back-end sur du YouTube et du Google? Alors, la notion de compte agence sur Google, elle n'existe pas dans la même dimension que sur Facebook. C'est-à-dire, un compte agence sur Google, c'est juste un niveau d'organisation où tu peux grouper des comptes dessous. Un compte Google Ads, c'est un compte Google Ads, en gros. Il n'y a pas de distinction entre agence, perso, Ouais, il y a machin. pas des il y a pas des comptes qui peuvent faire passer plus de choses parce qu'ils ont des privilèges, il y a pas forcément. Ça, je l'ai moins constaté. Je vais pas dire que c'est impossible parce que ça se trouve, quelqu'un va arriver avec un exemple où il aura des ads de fous qui sont approuvés que moi je pourrais pas faire approuver sur un compte. Mais Donc, c'est moins dur à visible dire. que sur C'est quand Meta. même beaucoup, beaucoup moins visible que sur Meta, ouais. Leurs politiques, elles sont quand même plus uniformes. Il y a sans doute moins de passe-droit. Et d'ailleurs, ça peut arriver de voir des ads de fou passer sur son feed Facebook ou Insta. Sur YouTube, j'ai jamais vu une ad où je me suis dit, wow, la dinguerie, comment ils ont laissé passer ça, quoi. OK. OK, super intéressant. Est-ce que tu aurais une dernière valeur à apporter, du coup, à cette personne qui fait ses premiers sous sur Meta? Qu'est-ce que voilà, ou alors juste résumer un peu tout ce qu'on a pu voir parce qu'on a quand même rentré dans pas mal de détails. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne qui fait ses premiers sous sur Meta, qui est profitable et qui a vraiment envie de développer des nouveaux canaux d'acquisition et a une vision long terme, il veut scaler sa boutique? Ouais. Bah, on va résumer un petit peu ce qu'on a dit et je vais en faire un conseil un peu général. En gros, applique-toi vraiment dans la structure de ton compte, dans les fondations. Jour 1, mets un vrai tracking solide. euh, Fais des campagnes bien optimisées. Fais un Merchant Center vraiment optimisé parce qu'il va y avoir beaucoup de ton succès qui va se jouer là-dessus. Et puis fais étape par étape. Voilà. Construis ton compte. Il faut voir un compte Google Ads comme une construction où on va ajouter des briques au fur et à mesure. Au départ, t'éparpille pas trop, va pas sur 50 marchés en même temps, fais pas 50 campagnes en même temps. Consolide, peu de campagnes avec la majorité de ton budget dedans pour accumuler des données dans ces campagnes-là. Et au fur et à mesure, tu ajoutes des briques. Et quand tu vois une partie de ta campagne qui cartonne, peut-être que tu peux tester de l'isoler dans une autre, mais au départ, consolide à fond et bâtis, gravis ces étapes du funnel au fur et à mesure, du bas vers le haut pour aller après sur YouTube conquérir vraiment de l'awareness et le reach quasi illimité qu'il y a sur YouTube. Et il y a un outil pour ça, pour devenir un peu meilleur sur Google en un claquement de doigts. Alors en un claquement de doigts, c'est gros comme promesse, mais ouais, j'ai créé un outil qui s'appelle AdSpell, qui est un espèce de copilote Google Ads où en fait le but c'est d'éviter de gaspiller de l'argent en mettant en place des choses qui sont pas bien optimisées. Donc le but ça va être de détecter tous les paramètres que tu as mal setup, toutes les petites poches d'argent que tu as jetées en l'air que t'as pas vu parce qu'à l'œil nu c'est invisible. Ça va être d'optimiser, on a parlé de la campagne Search Brand, d'optimiser cette campagne pour garder sa visibilité mais payer le moins cher possible, puisque le but de cette campagne c'est vraiment de payer le moins cher possible. Il y a des features aussi côté Google Shopping, côté Performance Max. Voilà, le but c'est vraiment de faire un copilote pour gérer ces campagnes. On consulte le copilote pour voir est-ce que là il n'y a pas un truc qui coince que j'ai pas vu, quelque chose que je pourrais optimiser pour économiser 10% de budget sur cette campagne tout de suite. Voilà, adspell.io, il y a un essai gratuit de 30 jours. On sort des features assez fréquemment et il y en a pas mal qui sont dans le pipe, donc De toute ça va façon, tous sortir les liens bientôt. seront en bio. Du coup, au début, si vous n'avez pas le budget pour déléguer, adspell.io. Il y a aussi ta chaîne YouTube, Carly, où tu donnes pas mal de value, ton Twitter aussi. Tous les liens seront en bio dans Absolument. tous les cas. Et ensuite, pour les personnes plus avancées qui ont du budget et qui veulent garder leur focus sur leur zone de génie, mais qui veulent déléguer la partie Google, du coup, tu as aussi une agence. Voilà, exactement. Venez me contacter en Twitter, enfin en DM sur Twitter. C'est le meilleur moyen de me joindre maintenant, je dirais. Donc venez en DM et on discute de comment je peux gérer vos campagnes avec plaisir.
Super. Bah, merci beaucoup pour la value, Carly. Je pense qu'on a fait un bon tour. C'est beaucoup plus clair dans l'esprit des personnes, étape par étape, comment implémenter Google quand on a Meta, jusqu'au moment où ça peut devenir autonome. Pas mal de value YouTube sur le marché francophone. Personne parle de YouTube à part toi. Et C'est encore, très tôt, hein. c'est assez C'est récent. c'est très récent. En Nicom, il n'y a pas grand monde en français sur YouTube. Donc, moi-même, je suis en train d'apprendre et de tester. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vraiment craquer ensemble ce canal d'acquisition pour en faire un levier aussi puissant qu'on peut le voir, hein. Je vois des Américains qui scalent comme des fous sur YouTube en e-com. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on attend en France pour faire pareil? Carrément. Bah, merci beaucoup pour cette value. Tous les liens sont en bio. Et sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, du coup, il y a une playlist focus où il y a plein d'intervenants qui donnent beaucoup de value dans leur zone de génie. C'est vraiment des experts qui ont fait des milliers, des millions dans ce domaine-là. Donc, je vous laisse aller consulter ça si vous voulez avoir beaucoup de value et avoir une vision très large de l'e-com. Merci encore, Carly, et on se dit à bientôt. Merci à toi pour l'invite et à très vite, ouais. Ciao, C'était cool. ciao. Ciao!